Bonjour à tout le monde. Je vais le faire en français, hein, puisqu'on a la traduction, l'interprétation. Donc, en fait, après avoir discuté avec Marie là, pour cette intervention, je vais prendre le prisme de ce qui se passe avec les impacts en cascade de la pandémie, pour voir en quoi cette crise-là a des effets transversaux, des effets plus globaux, d'accélération ou d'amplification de choses qui étaient déjà là, en germe, hein, parfois d'émergence de projets, d'enjeux nouveaux, mais souvent en révélation ou amplification de choses qui étaient là et qui deviennent plus criantes, plus urgentes à traiter, peut-être plus massives à traiter aussi. Et donc, je vais peut-être focaliser sur Aix-Marseille-Provence pour dire comment on essaie de traiter ces sujets-là, avec, j'imagine, comme beaucoup d'autres, avec difficulté et tâtonnement, donc avec la modestie et l'humilité nécessaires. C'est pas facile et on a un contexte qui, nous, sur Aix-Marseille-Provence, est lui-même pas simple, à la fois territorialement et politiquement. Bon, je passe vite. On a un territoire qui est assez vaste, hein, puisqu'il fait près de 4000 km². On a à peine 2 millions d'habitants, un peu moins. Et puis 92 communes. Je vais passer assez vite sur les éléments d'introduction pour quand même vraiment focaliser sur le sujet. On est méditerranéen dans l'âme, dans l'histoire, dans l'itinéraire très long de ce territoire. On est placé entre Nice et Montpellier, ou entre Barcelone et Gênes, hein, c'est selon la perspective que l'on se donne, ou juste en face d'Alger, de Tunis et de bien d'autres. Et ce caractère littoral nous marque, bien sûr. Il nous marque géographiquement, il nous marque culturellement, il nous marque sur le plan environnemental. Évidemment, plein de conséquences sur ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Simplement, parce que ça aura des incidences sur la suite de mon propos, se dire bien en amont de jeu que le territoire sur lequel nous sommes, sur Aix-Marseille-Provence, du fait de sa taille, mais aussi du fait de son caractère très polycentrique, lui donne une capacité d'action ou des exigences que peut-être d'autres territoires ont du mal aussi à s'en sortir. On voyait sur Barcelone les échelles, et c'était très révélateur ce qui était présenté tout à l'heure sur les différentes échelles. Nous, on a une institution qui a été issue d'une fusion de 6 intercommunalités, c'est-à-dire sur les 92 communes que nous avons sur notre territoire. Avant la naissance de la métropole en 2016, on avait 6 regroupements intercommunaux qui chacun avait leur fiscalité, leur politique territoriale et souvent se trouvaient en conflit ou en concurrence. Donc, il y a eu fusion un peu par la force législative d'intercommunalité, ce qui a créé cette entité très large, bien plus grande que le Grand Paris, bien plus grande que le Grand Lyon, et qui embrasse un territoire dont la géographie est très particulière. Et cette géographie, elle a des impacts sur les modes de vie, elle a des impacts sur l'environnement, sur le climat, sur le projet même de notre territoire. Et on est entre mer et montagne, où on a à la fois la mer et la petite montagne, hein, on n'a pas la haute montagne, mais avec presque 175 km de littoral, avec l'étang de Berre, qui est une grande masse d'eau semi-saline, qui est presque le cœur géographique de la métropole, mais on a des grands massifs, le parc national des Calanques, la Sainte-Victoire, et on est en limite de la Camargue. Donc on a vraiment des reliefs et des catégories de paysages extrêmement variés et qui ont modelé l'urbanisation qui est venue se lover souvent
dans les vallées et qui s'est aussi ancré sur des villes, Aix, Marseille, mais bien d'autres encore, qui sont des pôles urbains très forts et qui structurent l'espace de la métropole dans une dimension multicentrique ou multicentrée, bien plus diverse que d'autres grandes métropoles comme Paris, Lyon ou autres, qui ont une grande ville au milieu et qui ont un rayonnement autour. Nous, on est dans des relations polycentriques très, très importantes et multidirectionnelles. Et ça a des conséquences beaucoup sur ce que je vais évoquer sur les problématiques sur lesquelles nous sommes maintenant. Alors, ce que je vous présente, c'est aussi un peu en avant-première d'un travail qui est fini mais pas encore diffusé, qu'on a fait avec l'OCDE. On a demandé l'accompagnement de l'OCDE sur nos réflexions post-Covid. Bon, j'ai une casquette à l'OCDE depuis 10 ans, parce que je préside le groupe urbain à l'OCDE. Mais j'ai pris ma casquette ex-Marseille-Provence pour solliciter l'OCDE sur cet enjeu du post-Covid pour essayer d'identifier nos singularités par rapport à cette crise et utiliser cette vision d'ensemble que peut avoir l'OCDE sur tout ce qui se passe dans le monde et dans les villes du monde euh, par rapport à cette crise majeure, cette pandémie qui, partant d'un problème de santé, a des ramifications et des conséquences en cascade sur à peu près tous les pans de la société et à des échelles planétaires. Donc, on a essayé de mesurer sur notre territoire ce qui faisait nos singularités ou pas par rapport à la pandémie. Et de fait, un peu comme beaucoup de grandes métropoles, on a été frappé par les conséquences de la pandémie et des confinements ou des couvre-feux qui ont dû être instaurés, qui ont arrêté net une part de ce qui fait la singularité des métropoles, c'est-à-dire être dans les flux, et dans les flux internationaux, les flux mondiaux, les flux de marchandises, les flux de voyageurs, les flux de touristes, parfois les flux de capitaux. Et ça, pour les métropoles et les grandes métropoles, c'est quelque chose qui est très pénalisant. D'autres territoires avec d'autres configurations ont eu d'autres impacts, mais nous, c'est particulièrement sur ces sujets-là. Et de fait, parce que notre territoire Aix-Marseille-Provence a aussi une dimension culturelle très affirmée, où on vit par et pour la culture ou la restauration, l'espace public compte beaucoup aussi. Tout ça a été très bouleversé par la pandémie. Je reviendrai après sur les aspects plus précis. Sur le plan économique, même chose. Le fait d'être une grande métropole, et c'est particulièrement vrai ici, nous offre une variété de filières économiques moins monolithiques ou moins monofilières que par exemple Toulouse, qui est très axée sur l'aéronautique et qui peut souffrir très fortement dès que cette filière-là est touchée. Nous, on peut être très résilient parce que cette diversité du tissu économique permet d'absorber des chocs qui peuvent toucher une ou deux filières, mais pas toutes les filières à la fois. Ceci dit, la pandémie a eu des impacts tellement massifs et tellement transversaux que beaucoup de nos filières, malgré tout, ont été touchées. Mais on se rend compte que cette variété de profils de filières est une solution face à de multiples crises parce qu'on peut rebondir sur l'une si une autre est touchée, mais on pourra aussi en rediscuter tout à l'heure. Et la question de la relocalisation des activités productives, parce que nous sommes un territoire historiquement très productif au sens économique, avec des industries, avec des usines qui peuvent avoir des types de production extrêmement variés. L'enjeu qui est maintenant posé de relocaliser les industries ou de les localiser plus ou de les maintenir déjà dans nos territoires trouve sur Aix-Marseille-Provence un écho très, très particulier, très fort, qui nous donne une chance d'avenir. Et déjà, je commence à dessiner le côté yin et le côté yang de l'analyse qu'on a pu faire et des propositions que l'on fait sur cette suite de la pandémie, c'est que ça nous ouvre des opportunités aussi. On n'a pas que des problèmes, on a aussi des opportunités. Sur le niveau économique, parce qu'on est une métropole globalement sous-active, c'est-à-dire avec des chiffres d'activité de la population très faibles, si on se compare à beaucoup de métropoles, je ne rentre pas dans le détail de chacun de ces graphiques, vous pourrez les avoir, mais je ne fais que le pitch. On a peu d'actifs pour 1000 habitants.
Et quand on a une pandémie comme ça qui nous tombe dessus, cette caractéristique-là, on la paye cher parce que, par ailleurs, elle reflète ou elle masque des réalités d'une économie souterraine ou informelle, puissance 10, qui elle-même, dans les périodes de confinement, a été broyée. Et donc, l'économie de la débrouille, qui a des valeurs quelque part, elle s'est retrouvée à l'arrêt brutal parce qu'on ne pouvait plus sortir de chez soi et que du coup les pauvres de cette économie de la débrouille étaient particulièrement frappés eux-mêmes par la crise qu'on a pu connaître. Et donc effet démultiplié sur les pauvres. Les pauvres étaient encore plus fragilisés et les plus pauvres des pauvres. Alors, quelques points que l'OCDE nous a aussi éclairés, c'est que du fait du confinement, le télétravail, ici comme ailleurs, hein, a été beaucoup développé, un peu rapidement et parfois un peu de force, mais il a été largement développé. Et c'était très intéressant dans le travail que l'OCDE nous amène de pouvoir essayer de comprendre en quoi certaines métropoles ou certains territoires sont mieux armés ou mieux adaptés à un développement du télétravail. Sans dire que le télétravail doit passer à 100% de manière pérenne, ce n'est pas du tout ça l'objectif, c'est que simplement il y a des types d'activités et des types de territoires sur lesquels le télétravail trouve un espace de déploiement supérieur à d'autres. Pour nous, Aix-Marseille-Provence, on est un peu un territoire intermédiaire. Du fait d'une activité productive assez importante, le télétravail n'est pas forcément très adapté. Mais en même temps, étant une grande métropole, on a une activité tertiaire très, très significative. Donc, voilà, bon an, mal an, on n'est ni en haut ni en bas du processus ou du développement du télétravail. On est un peu dans l'entre-deux du point de vue des entreprises. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que du point de vue des populations et du point de vue, j'y viendrai ensuite, du logement, ce n'est pas la même histoire. Nos jeunes actifs de la métropole ont été les plus touchés par la crise. Et les jeunes parmi les plus précaires. Et ce qui est frappant, c'est que finalement, ce sont aussi les hommes, et non pas les femmes, qui ont été les plus touchés sur le plan de l'emploi. Parce que ce sont les emplois des hommes qui étaient les plus directement menacés par les confinements et autres couvre-feux. Bon, ça, c'était sur la période stricto sensu de la pandémie sanitaire. Les queues de comète de tout ça sont en train d'amortir ce choc à des vitesses assez importantes. Et finalement, l'économie se relève assez vite. Notre question, c'est quel type d'économie se relève et est-ce qu'on est capable de faire se relever l'économie productive ou l'économie plus exactement positive à impact environnemental et à impact social intéressant pour notre territoire. C'est ça la question. C'est est-ce qu'on utilise le moment de sortie de crise comme un levier et un virage pour prendre les orientations qui sont nécessaires pour notre métropole et qu'on avait un peu de mal au préalable à prendre ces virages. Je veux parler du logement maintenant parce que, y compris sur le plan du télétravail, on a eu un éclairage de l'OCDE qui vient nous montrer qu'il faut penser le télétravail à partir du logement. Tout le monde n'est pas égal. C'est-à-dire que même si un emploi est télétravaillable, si le logement de la personne qui pourrait télétravailler n'est pas adapté, soit parce qu'il est surpeuplé, soit parce qu'il n'est pas équipé, soit parce qu'il est inapte pour y travailler, bien du coup, on crée de nouvelles inégalités et on amplifie une crise parce que nos logements ne sont pas prêts à accueillir du télétravail. Et ça, pour nous, ça révèle quelque chose, ça révèle que nos territoires doivent développer des stratégies transversales sur le télétravail. Ça paraît un peu anodin des fois de se dire ça, mais concrètement, ça a des impacts multiples, ce télétravail. Ça peut décoincer les goulets d'étranglement sur la mobilité, sur les heures de pointe, qui sont des problèmes majeurs de l'offre de transport en commun. Ça redistribue les commerces de bouche, notamment, qui sont proches des lieux de travail, puisque si on ne travaille plus sur un lieu tertiaire, par exemple, on ne consomme plus sur cet endroit-là, on vient plus consommer près de chez soi. Donc, ça redistribue la carte de l'économie, y compris présentielle. Et puis, ça ouvre les yeux sur une offre de logement qui est déjà très pénalisée chez nous
parce que beaucoup de logements sont dégradés, parce que les conditions du marché du logement sont difficiles, eh bien, on y met une couche supplémentaire de difficultés avec cet enjeu du télétravail. Il faut avoir une vision transverse avec une vraie stratégie, parce que des tiers-lieux, ça peut être tout à fait intéressant, en particulier dans des quartiers qui ont massivement des logements dégradés, pour permettre à des habitants de télétravailler à proximité de chez eux. Donc, quelle est notre stratégie par rapport à ça? Quelle reprogrammation il va falloir penser des lieux tertiaires qui étaient projetés dans les années qui viennent, mais dont on n'aura pas besoin, parce que les mètres carrés qui étaient prévus, peut-être qu'on n'en aura pas la nécessité. Donc ça nous oblige à repenser beaucoup de choses, et y compris sur l'offre résidentielle. Si on parle habitat et pas seulement logement, c'est cet enjeu de la ville du quart d'heure ou du territoire de la demi-heure. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on est capable de trouver à proximité de chez soi, et est-ce que l'offre territoriale peut permettre de ne pas étendre la mobilité, mais plutôt de la concentrer dans des espaces de proximité, pour que l'offre urbaine intégrée, le logement, l'emploi, les commerces, les services, les équipements, l'éducation, puissent être rassemblés globalement à proximité. Et ça nous oblige à repenser le développement territorial. Avec l'OCDE, on a beaucoup regardé les ODD, les objectifs du développement durable, pour essayer de se positionner sur ces objectifs à l'horizon 2030 des Nations Unies et de nous comparer à d'autres métropoles. Ça ne nous a pas rassuré sur un certain nombre d'indicateurs, ça nous a un peu rassuré sur d'autres, mais au global, on voit que nous avons une marche à franchir extrêmement importante, et qu'il faut que nous saisissions l'impact de la pandémie et ce qu'elle nous oblige à repenser pour prendre ces virages-là. Et c'est la logique de ce que je vais présenter juste après, qui est le travail que notre collectivité a déclenché. Et donc, on a essayé de poser le yin et le yang, comme je le disais, avec l'OCDE, sur les défis et les opportunités que nous ouvre cette pandémie, qui bouleverse beaucoup de choses, mais là, pour la plupart de ces bouleversements, ce sont des bouleversements qui étaient déjà là, qui étaient en germe, qui étaient déjà connus, mais qui prennent une ampleur un peu plus significative, et sur lequel on aura du mal à ne pas changer de braquet. J'ai oublié un sujet très fort, c'est que on a, du fait de notre territoire, un rapport à l'espace, que ce soit au littoral ou aux espaces verts ou aux espaces de nature, qui est très important dans Aix-Marseille-Provence, et que la pandémie a démultiplié ce rapport à la nature, avec une exigence très forte, à proximité du logement ou un peu moins. Donc une exigence de nature dans l'urbain, et une exigence d'accès massif dans des espaces de grande qualité environnementale, qui nous oblige maintenant à utiliser un terme qui était inconnu il y a quelques mois, qui est le démarketing. Le parc naturel des Calanques fait maintenant une campagne de démarketing pour dire c'est chouette les Calanques, c'est très très beau, c'est un espace de nature remarquable, mais n'y venez pas. Voilà. Donc on communique sur... Alors tout le monde n'est pas encore aligné là-dessus, donc la politique métropolitaine transversale avec les partenaires, elle a encore du chemin à faire, mais pour éviter la surfréquentation, parce que cette surfréquentation est un désastre pour les espaces fragiles, eh bien, il va falloir changer de stratégie et de communication et d'accès, pour pratiquement, dans certains territoires, maintenant, on met des barrières et on compte les gens qui ont la capacité ou l'autorisation de s'y rendre. C'est vraiment un nouveau paradigme dans le rapport nature et urbain qui est déstabilisant. Et comment est-ce qu'on va y travailler? La fenêtre elle est ouverte là-dessus, et on ne sait pas comment on la refermera et quelle sera la conclusion. Mais on est obligé maintenant de retravailler sur cet aspect-là, parce qu'il est, il est crucial. Alors, sur ce que nous avons fait en termes d'action, ou en tout cas de prise de décision, dès les premiers confinements, j'avais animé un peu de manière exploratoire toutes les semaines une visio avec 40 directeurs de la métropole, un peu de manière libre et ouverte. C'est en gros, qu'est-ce qu'on était en train de vivre et comment on va s'en sortir. On avait intuitivement mesuré que ce qui se passait, ce qui nous tombait dessous, nécessitait de regarder, de prendre d'autres formes de lunettes et de proposer d'autres formes d'action. Et ça a été hyper stimulant. C'est un moment professionnel très incroyable. Et on en a sorti des recommandations et des préconisations à nos élus,
lorsqu'il y a eu la nouvelle mandature en juillet de l'année dernière, pratiquement la première délibération transversale, c'était ce qu'on avait préparé, qu'on a appelé Aix-Marseille-Provence Relance et Renouveau, AMP2R, dans lequel on a posé les jalons de la réponse de la collectivité à ces enjeux transversaux post-Covid. Ça reste un processus. On ne dit pas du tout que c'est l'image figée de ce qu'il faut faire. C'est un processus qu'on déclenche parce que la connaissance évolue. Et donc, on admet et on affirme qu'on devra modifier les axes stratégiques à la lumière des éclairages qui arrivent petit à petit. On est incapable aujourd'hui d'avoir une vision complète des impacts de la pandémie. Il y a beaucoup d'inconnus. Et pourtant, il faut avancer. Voilà. Donc, on a déclenché 8 chantiers transversaux. On a essayé de prioriser nos actions, soutien à l'emploi, inclusion sociale, et puis la transition écologique. Ce que l'OCDE est venu ensuite nous confirmer, nous conforter sur ces 3 piliers-là. Et on a déclenché, pan par pan, un certain nombre de projets ou d'initiatives qui sont venus répondre à ces priorités. Je les passe très vite parce que je suis déjà long, et ça, c'est la manière dont l'OCDE a reformulé aussi nos priorités. Sur la transition écologique, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai oublié de le mentionner quand on parlait du télétravail, c'est que le télétravail fait que les urbains ont plutôt tendance à vouloir partir plus loin de la ville, et ça de manière multiscalaire. C'est-à-dire, les Parisiens sont en train d'arriver à Marseille. Les Marseillais sont en train de partir dans le Vaucluse ou dans le Var, etc., etc. Et on est toujours la grande ville on est la petite ville d'une grande ville ou l'inverse. Et donc, il y a des effets rebonds comme ça, avec cette sorte de tentation périurbaine qui revient au galop, voire tentation du rural, où les actifs pensent qu'ils peuvent aller habiter très loin des villes et que le télétravail leur permettra d'y vivre dans des conditions plus sympas. Et cette tentation périurbaine, c'est une bombe à retardement si on n'y prend pas garde. Donc on y travaille, y compris avec nos voisins de la métropole, pour éviter cet effet rebond de l'urbanisation lié à cette impression que le télétravail réouvre une capacité d'aller habiter très loin des villes dans de bonnes conditions. L'autonomie alimentaire, les circuits courts sont aussi revenus comme étant une des réponses importantes qu'il fallait qu'on déploie avec une vitesse et une ampleur supplémentaires dans cette transition écologique. Et je ne m'attarde pas sur l'enjeu énergétique lui-même. Et donc, chacun de ces piliers, on les a éclairés de ce qui se fait dans d'autres métropoles. Si je passe vite, mais ça fait partie de notre méthode que de travailler en résonance avec ce qui se passe dans le monde pour en sortir les bonnes pratiques, voire les échecs. Et nous-mêmes, on a plein d'échecs, on essaie de les partager. Mais c'est très utile de travailler comme ça en ouverture internationale. Sur l'inclusion, notre enjeu premier, je ne sais pas s'il est premier, mais important, c'est la formation. On a une chaîne éducative qui n'est pas vertueuse et qui fait qu'on a énormément de décrocheurs et qu'à toutes les étapes de la formation, on est en décalage par rapport à d'autres métropoles. Donc, toute cette chaîne éducative, et d'ailleurs le président de la République est venu à Marseille il y a quelque temps, on attend le chèque sur les écoles, notamment à Marseille, même si l'enjeu est bien plus large que le seul équipement physique des écoles. Je passe très vite pour arriver sur la fin. L'enjeu numérique et celui de l'innovation ont également largement été pointés. On a un territoire qui, sur le plan du numérique, a énormément peut-être d'avance sur d'autres territoires, mais en tout cas un marqueur qui lui donne des chances sur ce type de filière. Il ne faut pas qu'on minimise nos avancées sur cet aspect-là, et l'OCDE nous y invite très fortement, mais je ne veux pas m'attarder trop sur les contenus détaillés. L'autre aspect qu'on a beaucoup travaillé, c'est traduire ces priorités sur les choix d'investissement. On a identifié 190 projets qui sont encore, je pense, trop nombreux par rapport à ce que doivent être nos priorités, mais qui sont un premier filtre pour un total de 4 milliards d'euros pratiquement. Et sur ces 190 projets, on se bat avec nos partenaires pour obtenir des financements qui nous permettent de prendre ces virages que seul on n'arriverait pas à se payer parce que la métropole n'a pas de capacité financière délirante. Donc on repose sur des crédits de la relance européen, de la relance nationale et du partenariat local, départements et régions.
Et c'est ces 190 projets-là qu'on met en haut de pile et sur lesquels on dit venez nous aider à réussir notre transition, nos transitions, ce n'est pas une seule transition, réussir nos transitions et financer nos priorités. Et on choisira in fine les projets qui auront été à l'intersection de nos enjeux et de ceux de nos partenaires. Voilà, et toute cette dynamique-là, on essaye, alors on a pris du retard, c'est pas facile pour plein de raisons, mais on essaie de les construire avec toutes les parties prenantes, les acteurs socio-économiques et les citoyens. Donc on est en train d'installer un nouveau conseil de développement de la métropole avec 240 personnes qui va mixer des acteurs du territoire et des citoyens. C'est un enjeu de faire parler dans une même enceinte des citoyens et des acteurs ou des partenaires. Et c'est ça qu'on va essayer de verser dans la suite du processus pour que ce dialogue génère des préconisations que les élus pourront ensuite assimiler dans leurs propres décisions. Voilà, je finis juste sur cette planche parce que c'est quelques mots, non pas sur le fond du projet, mais sur la manière de faire le projet. Ce que nous a imposé pratiquement cette pandémie, c'est accepter l'incertitude. On ne fait plus la planification comme avant, avec un horizon, on se dit, bon, allez, 2040, on aura tant d'habitants, la trajectoire, elle est balisée, et puis on va sur la trajectoire. Non, on va faire du zigzag. Il faut accepter l'incertitude, il faut accepter qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'on soit capable de réagir, même si les métropoles sont souvent des paquebots, il faut qu'on puisse adapter nos politiques in itinéré. Donc, comment on gère ça? La notion de résilience a pris toute sa place. Je ne refais pas le discours qui a été fait tout à l'heure sur Barcelone. Mais ça renvoie aussi à des questions de sobriété. On doit faire beaucoup plus sobre dans tous les aspects, parce que la transition écologique, parce que l'impact climatique, parce que l'enjeu financier des collectivités ou l'enjeu financier des ménages nous impose à faire plus sobre. Et ça, c'est aussi un vrai virage, pas facile à opérer pour trouver ce qui fait levier le plus. Voilà.